Pour une nouvelle facilité élargie de crédit FEC, le Fonds monétaire international FMI approuve le décaissement de 58 millions de dollars au profit du Togo. L'objectif est de renforcer la résilience économique du pays. Aussi, cette facilité élargie du crédit du FMI vise à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomique du Togo tout en favorisant une croissance durable et surtout la réduction de la pauvreté. Rappelons que les 58 millions de dollars que le pays bénéficie sont destinés au soutien budgétaire et s'inscrivent dans un accord de 42 mois conclu en mars dernier. Il s'agit en effet du décaissement d'une deuxième tranche au titre de la FEC. Par ailleurs, le FMI a fait des recommandations à l'endroit du Togo, notamment l'organisation des marchés publics dans un cadre juridique clair et transparent. Concernant le secteur financier, l'institution recommande la poursuite des réformes structurelles. Le Togo n'est pas arrivé à passer la barre de la moyenne en ce qui concerne la gouvernance économique courant 2024. C'est ce que révèle le récent rapport de World Economic Governance Index 2024. Le Togo est classé dans le grade D, représentant la catégorie des pays pauvres. Sur un total de 100, le Togo a obtenu 37,8, une moyenne largement en dessous de la moyenne. Dans les détails, il a obtenu 20,3 sur 100 pour son niveau de corruption, ce qui signifie que la corruption est la carie de la gouvernance économique du pays. Pour l'état de droit, le Togo a obtenu 33,9, 43,7 pour la liberté de presse et 40,5 pour les droits politiques. World Economic Governance Index présente une évaluation des pays en fonction de leur performance en matière de gouvernance en se basant sur des critères essentiels pour mesurer la qualité des institutions et la gestion publique. Parmi ces critères, on trouve le niveau de corruption, l'état de droit, la liberté de presse, puis les droits politiques. Ainsi, le classement est dominé par le Danemark qui a obtenu 98,8 avec 100 sur 100 en indice de corruption. La Libye, par contre, se retrouve au bas de l'échelle avec 14,2 de moyenne. Ce classement a révélé aussi qu'aucun pays africain ne se trouve dans le grade A représentant les pays les mieux gouvernés. Seule l'île Maurice est arrivée à se tailler une place dans le grade B. Il partage ce grade avec d'autres pays africains comme le Ghana et l'Afrique du Sud. Désormais, les Togolais dont la consommation électrique mensuelle à usage domestique ne dépasse pas 30 kWh vont bénéficier d'une réduction considérable de leur facture. L'annonce a été faite dans un communiqué récent du gouvernement togolais. Selon ce communiqué, le tarif applicable à cette tranche de consommation de la population passera de 114 à 70 francs CFA par kWh. Cette réduction du coût mensuel de l'électricité ne concerne que les utilisateurs de compteurs prépayés ayant maintenu une consommation inférieure ou égale à 30 kWh sur les 9 derniers mois. Cette mesure de réduction mise en place par le gouvernement s'inscrit dans le cadre des actions sociales mises en œuvre par les autorités pour atténuer les effets du renchérissement du coût de la vie au Togo. La mesure a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des foyers vulnérables, plus précisément ceux affectés par la situation économique actuelle. Grâce à cette mesure, près de 200 000 ménages, qui représentent environ un tiers des abonnés de la compagnie énergie électrique du Togo CET, bénéficieront d'une réduction sur le coût de l'électricité mensuelle. Selon les estimations, cette mesure a un coût d'environ 1,5 milliard de francs CFA par an pour les finances publiques du pays. C'est la période des fêtes de fin d'année. L'ambiance s'installe peu à peu dans nos villes et villages à l'approche de Noël et du Nouvel An. Malheureusement, il s'agit aussi d'une période associée à une hausse d'actes d'insécurité. Afin de permettre à tous les citoyens de passer ces moments dans une bonne atmosphère de fête, le gouvernement compte renforcer la sécurité. Ainsi, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance une opération de sécurisation dénommée Kéligou sur l'ensemble du territoire national.
nationale. Ce dispositif comprend des actions de police administrative et judiciaire, incluant des opérations coup de poing et de contrôle de zone, ainsi que des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, puis des contrôles d'identité et de routiers. L'autorité signale également que cette opération pourrait conduire également à des interpellations pouvant conduire à des gardes à vue. Par ailleurs, il est aussi demandé aux citoyens de signaler toute situation suspecte ou tout individu au comportement inhabituel en contactant les unités de police ou de gendarmerie. À défaut d'avoir trouvé des portes ouvertes en France, Arson en a trouvé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à Abidjan. Cet homme de 38 ans a passé 6 ans en France, a toujours travaillé, mais sans jamais obtenir de titre de séjour. J'avais fait 2 fois la demande pour pouvoir me régulariser par le travail et ça m'a été refusé. Je n'étais pas à l'abri des contrôles des policiers. Donc si je me faisais arrêter, je me faisais rapatrier et on vivait tout le temps sous le stress en fait. Et ça, vivre pendant longtemps sous le stress, arrivé à un moment, je ne pouvais plus supporter. La peur de la police l'a fait quitter la France, il est revenu au pays et veut croire au dispositif d'aide à la création d'entreprises. Dans ses bureaux, les autorités françaises pourraient appuyer sa demande. Il devra convaincre de la solidité de son projet. Parce qu'en France, vous avez dit que vous voulez faire une entreprise d'import-export. C'était le projet avec les amis, j'imagine. 260 dossiers ont été validés depuis l'ouverture de l'office en juillet 2023 selon les autorités françaises. La France déclare également avoir donné 1,5 million d'euros en aide directe pour aider les personnes revenues en Côte d'Ivoire. En réalité, cette aide est aussi un moyen de faire des économies pour l'État français. Différents rapports parlementaires ces dernières années ont montré qu'aider les migrants pour un retour dit volontaire coûtait en réalité 4 à 5 fois moins cher qu'un retour forcé entouré de policiers. Et surtout, la France d'aujourd'hui veut baisser massivement l'immigration dite irrégulière. Pour cet agent de l'État ivoirien, ce dispositif est important, même s'il reste beaucoup à faire. Ce bureau de l'OFI, nous avons souhaité sa présence ici depuis plusieurs années, parce que notre souhait, c'est que l'OFI ne se limite pas à la France. On leur a dit déjà dans le dispositif, il faut que l'OFI songe également aux pays comme le Maroc et aux pays comme la Tunisie. Donc, anticiper sur les côtes avant que les gens n'arrivent en France. L'Office de l'immigration veut communiquer sur sa réussite. Alors, il permet de rencontrer Myriam. Après plusieurs années en tant qu'étudiante, après plusieurs contrats de travail, Myriam s'attendait à obtenir un titre de séjour en France pour travailler. Celui-ci lui a été refusé. Lorsque j'ai terminé mon diplôme, mais j'attendais d'abord de travailler un peu, d'avoir, on va dire, 3 à 5 ans d'expérience avant de revenir chez moi. Mais ça s'est anticipé à cause des soucis de séjour, de titre de séjour, régularisation, etc. Alors plutôt que de vivre sous la menace et dans l'illégalité, elle a préféré tenter un retour. Elle a réussi à créer l'Africaine, son entreprise spécialisée dans la vente de nourriture en ligne. Elle a bénéficié d'un accompagnement et d'une aide financière pour bâtir son projet. Je fais des plats ivoiriens, des plats aussi connus au Bénin, au Togo, au Nigeria. Myriam gagne aujourd'hui entre 100 000 et 150 000 francs CFA par semaine, soit environ 200 €. Au Nigeria, les Nations Unies estiment que le projet de dépollution du delta du Niger est un échec total. Les récents rapports de l'ONU révèlent que les sites pollués par d'énormes marées noires, depuis quelques années, sont toujours déclarés paysages lunaires, inutilisables pour l'agriculture. Malgré le fonds de nettoyage mis en place par les exploitants pétroliers de la région, l'exécution des travaux semble s'être heurtée à des difficultés liées au choix des entreprises sous-traitantes, très peu qualifiées pour la mission. Les documents révélés par EPI mettent en cause l'incompétence et la corruption, et de hauts responsables de l'ONU se montrent inquiets. L'entreprise IPREV en charge du nettoyage aurait changé de direction suite à un audit après des soupçons de mauvaise gestion en 2021, avant de se voir retirer le soutien de l'ONU en 2023, officiellement pour des raisons techniques. Au cours des 5 dernières années, l'Agence nationale nigériane de nettoyage a répertorié près de 3 870 déversements de pétrole dans la zone du delta du Niger. En Ouganda, les orphelins du VIH sont désormais à la charge d'un collectif de grammaires volontaires.
Dans le district de Kanungu, dans l'ouest du pays, le VIH et la pauvreté ont emporté les parents de nombreux enfants. Plus de 20 000 grammaires essaient de réinventer un avenir à plus de 80 000 gamins et gamines à travers le programme des grammaires de Nyaka. Débutée spontanément il y a 20 ans, l'initiative transforme aujourd'hui la vie de milliers de familles. Je suis allé de maison en maison dans la communauté où se trouve la première école primaire de Nyaka et j'ai demandé aux femmes de nous aider à héberger les enfants pendant qu'ils viennent à l'école du lundi au vendredi. Grâce à cet hébergement, nous avons constaté une meilleure participation et une meilleure fréquentation scolaire. Mais ensuite, nous nous sommes demandé ce que nous pouvions faire avec ces femmes qui hébergent les enfants. Kiarikunda, 60 ans, a perdu son mari en 2005. Son unique enfant a quitté la maison. Donner et soutenir les enfants ne dépend pas du fait d'être riche ou d'avoir beaucoup d'argent. Certains ont beaucoup d'argent, mais n'aident pas. En prenant l'exemple sur moi, d'autres commencent à aider et à tendre la main aux enfants. Des recherches montrent que plus de 80 millions d'enfants africains n'ont pas accès à un logement décent. Je me sens bien de vivre avec ma grand-mère et elle nous donne tout ce dont on a besoin. Quand je serai grand, je veux devenir médecin. Le programme des grammaires propose une approche globale de reconstruction familiale, offrant des opportunités éducatives et une autonomisation économique. Reportage de Razia Atman pour Africa News. Cette mélodie est celle de l'un des instruments les plus anciens du Rwanda, l'inanga. Et depuis ses 6 ans, Sophie Nzaesenga a appris à en jouer. Pendant des siècles, au Rwanda, l'inanga a été la chasse gardée des hommes. Interdiction pour les femmes d'en jouer publiquement. Sophie est la première femme rwandaise à en avoir joué en public. Et ce jour, elle s'en souvient comme si c'était hier. Cette passion me vient de mon père. C'était un musicien d'inanga connu et reconnu dans tout le pays. Et c'est cet enthousiasme du public qui a poussé l'artiste à continuer à jouer de cet instrument pendant presque 40 ans. Quand j'ai commencé à jouer, les gens ont crié si fort que j'ai eu peur et j'ai arrêté. Mon père, qui m'accompagnait toujours, m'a regardé. Il m'a fait un clin d'œil pour me dire de continuer. Et la foule a crié encore plus fort. Les mamans se sont mises à pleurer et les autres ont applaudi de joie en tapant dans les mains et en criant. Pour ne pas rester une exception dans une discipline d'hommes, depuis quelques années, elle donne des cours d'inanga à d'autres femmes. Quand j'ai commencé à enseigner, mon but, c'était de ne plus être la seule femme à jouer de l'inanga. Je voulais protéger l'inanga et m'assurer qu'il ne tomberait pas dans l'oubli, car c'est notre instrument traditionnel. Aujourd'hui, des jeunes en jouent et ils contribuent à le maintenir en vie. Cette relève est assurée par des artistes comme Esther Nifacha. À 25 ans, elle a appris à jouer avec Sophie. En ce samedi matin, elle joue lors d'un mariage. Et comme d'habitude, elle est la seule femme dans le groupe de musiciens. Au début, ce n'était pas facile. Beaucoup de monde me demandait « Oh, mais t'es une fille et tu joues de l'inanga, ça t'abîme pas les doigts ?» Mais après, j'ai appris à être confiante et à jouer de mon instrument. Malgré les changements dans la société rwandaise qui permettent aux femmes d'avoir accès au milieu très fermé de l'inanga, à ce jour, Esther et Sophie sont les seules rwandaises à jouer de cet instrument traditionnel à un niveau professionnel. Un hôpital de campagne installé dans un stade de foot. Depuis hier matin, ce centre de soins improvisé peut recevoir 100 personnes par jour en consultation et assurer 30 hospitalisations. En son sein, une maternité et 2 blocs opératoires, de quoi accueillir ceux qui jusqu'à présent n'ont pas pu se soigner après le passage du cyclone Chido.
l'hôpital c'est saturé, donc je ne peux pas aller à l'hôpital. Et pour cause, d'habitude, il n'y a qu'un seul centre hospitalier dans tout le département. Il a fallu donc mettre en place cette alternative très rapidement après le passage du cyclone. Hier soir, on a travaillé très tard dans la nuit pour rendre l'hôpital opérationnel quasiment à 100%. À midi, il sera vraiment à 100%. Et donc là, voilà, on se met en route, on commence à accueillir les patients. Dans les terres plus reculées, ici le bidonville de Vaibé, ravagé par le cyclone, une équipe de Médecins sans frontières sillonne la zone à la recherche de blessés. Certains se sont gravement coupés en voulant reconstruire leur maison. C'est rouge là, après ça risque de s'infecter, tu vois. Une aide bienvenue, un soulagement pour les habitants. C'est le premier jour qu'on voit des gens venir vers nous pour nous demander, surtout pour nous soigner. Plus de 10 jours après le passage du cyclone Chido, ce bidonville reste coupé des zones urbaines. Difficile pour les habitants d'être pris en charge. Et une majorité d'entre eux, souvent en situation irrégulière, a peur d'être arrêtés. Il y a tant de désolation aujourd'hui. Pensez aux guerres, aux enfants mitraillés, aux bombes sur les écoles et les hôpitaux. Face à des milliers de fidèles rassemblés devant la basilique Saint-Pierre de Rome, il lance son traditionnel Urbi et Orbi. Au cours de sa bénédiction, le pape François a exhorté à faire taire les canons et passer en revue les différents conflits sur la planète. Il a notamment évoqué le Soudan, ravagé par 20 mois de guerre civile. Que le Fils du Très-Haut soutienne les efforts de la communauté internationale pour faciliter l'accès de la population civile du Soudan à l'aide humanitaire et pour entamer de nouvelles négociations en vue d'un cessez-le-feu. Une prière au cours de laquelle l'évêque de Rome a aussi mentionné les situations humanitaires en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Mozambique. Le souverain pontife a appelé les croyants à faire leur part pour changer le monde. Le jubilé nous appelle à un renouveau spirituel et nous engage à transformer notre monde. Un jubilé pour notre mère, la Terre, défiguré par l'appât du gain. Un temps de jubilé pour les pays pauvres, accablés par des dettes injustes. Un temps de jubilé pour tous ceux qui sont asservis à des formes d'esclavage anciennes et nouvelles. Comme chaque année, le discours de Noël du pape est très scruté. En Mondovision, il s'est adressé à près d'1,4 milliard de catholiques.